Bienvenue sur l'édition du QG News, au sommaire de l'actualité. En Guinée, la junte au pouvoir apporte son soutien au Mali alors que le pays est confronté aux sanctions de la CEDEAO. Les frontières aériennes et terrestres guinéennes resteront ouvertes avec son voisin malien. Rencontre ce 11 janvier entre le président camerounais Paul Biya et le président comorien Azali Assoumani en marge de la CAN 2022 au Cameroun. Les deux chefs de l'État ont convenu de renforcer leur coopération bilatérale. Et puis en Somalie, attentat à la voiture piégée secoue à nouveau la capitale Mogadiscio. L'explosion a eu lieu dans le sud de la ville, faisant au moins 10 morts. Mais d'abord, les sanctions prises par la CEDEAO à l'encontre du Mali ont déjà été prises en compte par la Côte d'Ivoire. Mais la situation fait réagir au sein de la classe politique ivoirienne. Le parti de Laurent Gbagbo, le Parti des peuples africains pour la Côte d'Ivoire, s'interroge sur la pertinence de ces lourdes mesures coercitives, des sanctions que le porte-parole du parti, Justin Koné-Katinan, qualifie d'inacceptables et dangereuses. Le gouvernement malien a quant à lui pris des mesures de riposte contre le pays frontalier. Ce lundi, l'ancien député ivoirien Sessoko Mohamed, proche de Guillaume Soro, a été libéré à Bamako, une libération saluée par ce dernier qui a également apporté son soutien au gouvernement de la transition malienne. Et la junte au pouvoir au Mali décide de ne pas appliquer les sanctions prises par la CEDEAO ce 9 janvier, des mesures économiques et financières à l'encontre du Mali, déjà actées par plusieurs pays. D'autres, en revanche, ont affirmé leur soutien au gouvernement malien. C'est le cas de la Guinée, qui maintient notamment ses frontières ouvertes à son voisin. Philomène Tino. La Guinée ne respectera pas les dures sanctions imposées par la CEDEAO au Mali. La junte au pouvoir l'a fait savoir ce 10 janvier 2022. Le Comité national du rassemblement et du développement CRD estime n'avoir pas été associé à la prise des mesures des chefs d'État de la CEDEAO. Le CNRD tient à informer l'opinion nationale et internationale que la République de Guinée n'a en aucune façon été associé à la décision du 4e sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO. Le CNRD réaffirme que les frontières aériennes, terrestres et maritimes de la République de Guinée restent toujours ouvertes à tous les pays frères, conformément à sa vision panafricaniste. Le soutien de la transition guinéenne au Mali pourrait être vu comme un affront vis-à-vis de la CEDEAO. La Guinée est encore suspendue de ses instances suite au putsch de septembre 2021, toutefois pour l'instant sans conséquences économiques sévères. Début janvier 2022, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a promis des élections démocratiques, mais pas avant la tenue d'assises nationales. La CEDEAO a brandi ce préalable avant la levée de toutes sanctions. Cette solidarité exprimée officiellement par la Guinée n'est pas simplement l'expression du bon voisinage. Ce communiqué sera très mal perçu et sera considéré comme une déclaration de guerre. Ce communiqué n'avait pas lieu d'être et la Guinée a fait preuve de maladresse dans sa communication. Des pays comme la Côte d'Ivoire ont d'ores et déjà mis à exécution ces sanctions soutenues par la communauté internationale. Sur les réseaux sociaux, des membres de la société civile ouest-africaine, y compris malienne, dénoncent un coup de force, jugeant ces sanctions illégales et illégitimes. Et dans l'actualité également en Guinée, alors que l'ancien président Alpha Condé est actuellement à l'étranger pour y recevoir des soins médicaux, la coalition guinéenne pour la CPI réclame que justice soit faite sur des crimes commis sous sa présidence. La coalition dénonce notamment les nombreux morts et les arrestations jugées illégales. Les responsables devraient, selon elle, être poursuivis conformément à la loi. La coalition cite notamment d'anciens ministres au cadre de la police ou encore de l'armée et demande qu'ils soient remis à la justice. Le Cameroun et les Comores ambitionnent de renforcer leur coopération bilatérale. Des discussions ont eu lieu en ce sens entre le président Paul Biya et son homologue comorien Azali Assoumani ce 11 janvier en marge de la Coupe d'Afrique des Nations. Les précisions de Joël Ballot. Diversifier les échanges pour relever ensemble les défis de développement. Voici l'un des points ayant meublé la rencontre du 11 janvier 2022 entre le président du Cameroun, Paul Biya, et son homologue de l'Union des Comores, Azali Assoumani. Des échanges sur les questions de coopération bilatérale en marge de la CAN 2021 qui a débuté le 9 janvier 2022. On a parlé du sport, mais ça n'a pas empêché de parler de relations bilatérales entre les deux pays, dans le cadre de l'émergence dont on a besoin, comment convaincre l'Afrique d'être ensemble pour essayer d'affronter les défis. Parce que Covid, on en a parlé, il est venu nous donner un exemple
qui vont être ensemble pour pouvoir se gérer. Donc effectivement, on est un continent qui a beaucoup d'avenir, beaucoup de potentialités. On a besoin d'un partenariat, mais il faut que nous-mêmes d'abord, on assume nos responsabilités. Les deux chefs d'État partagent l'idée d'une Afrique qui mutualise ses efforts dans son ambition de développement. Aspirant à une émergence économique commune, le Cameroun s'est engagé à faire bénéficier aux Comores de son expertise en matière de formation des cadres. Je garde de l'organisation parfaite de la compétition. Et un message très important a été donné aux détracteurs qui ne voulaient pas que l'événement se fasse ici. Donc le message est très fort parce qu'on a démontré que l'Afrique, il peut, surtout le Cameroun, un pays qui a beaucoup d'expérience. Moi, j'étais très séduit par l'organisation, la parfaite organisation et la réalisation. Jusqu'alors, on n'a jamais entendu un quad dans aucun stade au Cameroun. Ça, franchement, je suis très fier pour le Cameroun. On est prêt pour l'Afrique, puisqu'on se dit, aujourd'hui la CAN, pourquoi pas demain la Coupe du Monde. Présent à la cérémonie d'ouverture de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, le président comorien Azali Assoumani a salué la bonne organisation de cette compétition, événement auquel l'Union des Comores participe pour la première fois de son histoire. En Somalie, un attentat à la voiture piégée a fait une dizaine de morts ce mercredi à Mogadiscio. L'attaque a été revendiquée par les rebelles djihadistes Shebab dans le sud de la capitale. Ces derniers ont affirmé avoir ciblé des responsables étrangers. Les précisions avec Kamesh Katapoulé. Bâtiments détruits, véhicules partis en fumée. En Somalie, la capitale Mogadiscio a de nouveau été le théâtre d'un attentat suicide à la voiture piégée. L'incident, survenu dans le sud de la ville, s'est produit au passage d'un convoi de sécurité. Bilan, au moins 10 personnes sont décédées. Nous savons qu'au moins 10 personnes ont été tuées, dont 5 soldats dans l'explosion d'une bombe qui a également fait plusieurs blessés. L'attentat a ensuite été revendiqué par les Shebab. Le groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda sème régulièrement la terreur au sein de la capitale. Les Shebab disent dans un communiqué avoir pris pour cible des responsables étrangers. Un drame aussitôt condamné par le pouvoir, le gouvernement qui appelle avant tout à l'unité en cette période d'instabilité politique. De tels actes de terrorisme ne feront pas dérailler la paix et les développements en cours dans le pays. Nous devons nous unir dans le combat contre le terrorisme. Cet attentat à la voiture piégée intervient quelques jours après la signature de ce qui s'apparente à un dénouement. Le 9 janvier, les dirigeants somaliens se sont entendus sur un accord relatif à l'achèvement des élections parlementaires d'ici le 25 février prochain. Et à présent, notre page consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations 2022 qui se joue actuellement à Yaoundé au Cameroun. Pour en parler, nous recevons notre journaliste sportif, José Douglas. Bonjour Solène. Bonjour José. C'est un début décevant pour l'équipe algérienne, les Fennecs, champions en titre. Exactement, et énorme surprise pour les Fennecs, justement. D'ailleurs, Djamel Belmadi, l'entraîneur, s'en est pris un confrère qui l'interrogeait sur le climat. Belmadi a répondu, si vous voulez comparer ça à l'Algérie, aujourd'hui en Algérie, il fait froid. Il n'y a pas lieu de me parler de la Côte d'Ivoire ou de la prochaine Coupe d'Afrique. On est là au Cameroun, vous êtes journaliste, pas météorologue. Retour justement sur ce match avec nos envoyés spéciaux. 90 minutes sans concrétisation malgré les nombreuses occasions développées par les Fennecs. Pour la Sierra Leone, belle entrée en matière malgré ce score de parité, 0 but partout. Le match était très intéressant parce que nous avons joué avec l'une des meilleures équipes en Afrique, l'Algérie. Logé dans la poule E et malgré son score nul face à la Sierra Leone, l'Algérie continue ainsi son impressionnante série d'invincibilité. Au compteur, c'est désormais 35 matchs consécutifs et les hommes du sélectionneur Djamel Belmadi n'ont essuyé aucune défaite. Dans les rangs des Fennecs, l'on tente de blâmer l'état de la pelouse, peu propice à développer son jeu ou encore la température élevée pour ce match joué autour de 14 heures. On s'attendait à un match difficile et voilà, on a eu un match compliqué aujourd'hui. On sait très bien les conditions en Afrique qui sont compliquées, avec la chaleur c'était très difficile. Dans la poule E, les champions d'Afrique en titre viennent donc de laisser filer 2 points contre son adversaire, la Sierra Leone, qui elle disputait sa 3e Coupe d'Afrique des Nations après celle de 1996. Les Fennecs sont donc déjà sous pression pour leur 2e match face à la Guinée équatoriale le 16 janvier prochain et le choc final de cette phase de poule contre la Côte d'Ivoire qui conclura le groupe.
groupe E. Ce sera le 20 janvier 2021. Et retour maintenant sur les matchs qui se sont déroulés ce mercredi 12 janvier. Exactement, à Douala, la Côte d'Ivoire a bien maîtrisé pour marquer dès la 5e minute de jeu par Max Anegradel d'une frappe imparable. La Guinée équatoriale n'a pas déçu. Les éléphants de Patrice Baumel doivent montrer autre chose dans les prochains matchs. Nous allons voir le classement justement de ce groupe E avec la Côte d'Ivoire qui sonne en tête devant l'Algérie, 3e Sierra Leone et 4e la Guinée équatoriale. Parlons maintenant du groupe F avec les Tunisiens qui ont raté un penalty et c'est Ibrahima Koné qui lui a réussi le sien à la 48e minute pour les Aigles du Mali et a noté l'expulsion d'El Bilal Touré côté malien à la 87e minute de jeu. Nous reviendrons sur ce match d'ici quelques petits instants. Et puis, 3e match solennel, la Gambie qui participe pour la première fois à la CAN a surpris tout le monde en battant la Mauritanie par le score de 1-0. But d'Abli Diallo à la 10e minute de jeu. Les Scorpions ont donc piqué d'entrée les Mourabitounes de la Mauritanie. Au classement, Gambie est en tête avec Mali ex aequo, 3e la Mauritanie et 4e la Tunisie. Le match Tunisie-Mali se termine dans la confusion en cause plusieurs erreurs de l'arbitre. Exactement, l'arbitre qui a sifflé trop tôt la fin du match et pas qu'une fois bien sûr. Un premier coup de sifflet a été donné avec 5 minutes d'avance et un deuxième pour siffler la fin alors qu'il restait encore une quinzaine de secondes dans le temps réglementaire. Le jeu aurait dû reprendre malgré tout pour disputer les secondes manquantes, mais dans la confusion, les Tunisiens ont préféré rester donc au vestiaire. La victoire du Mali a donc été validée en attendant donc que la CAF prenne des décisions. L'arbitre zambien, M. Gianni Sikazwe, 42 ans, qui avait déjà été suspendu en 2018 pour les soupçons de corruption en Ligue des Champions après le match qui opposait l'Espérance de Tunis à Primeiro de Agosto de l'Angola, où il avait pris plusieurs décisions en faveur de l'Espérance de Tunis. C'est pourtant un arbitre expérimenté. C'est lui qui a donc été au sifflet pour la finale de la CAN de 2017 entre l'Égypte et le Cameroun, remportée par le Cameroun 2-1. Et puis il avait aussi officié pour la Coupe du Monde lors du match Belgique-Panama. Et puis lors de Nigeria-Égypte en éliminatoire de la CAN 2017, il avait sifflé à la fin du match alors que Mohamed Salah filait vers les buts. Et puis Algérie-Burkina Faso en 2013 où il avait provoqué la colère de la presse algérienne. Mais attention, Solène, il ne faut pas non plus jeter l'opprobre sur le football africain car il s'agit d'une erreur humaine et seul l'officiel qui était sur le terrain, l'arbitre en quelque sorte, doit endosser la responsabilité des incidents. Ne salissons pas donc le football africain, s'il vous plaît. Et puis d'ailleurs, on dit qu'il a été victime d'une insolation en fin de match. Et vous le savez comme moi-même, il fait très chaud en cette période au Cameroun. Quelques mots sur les matchs du jour. L'équipe du Cameroun, le pays hôte, revient pour son second match. Exactement, et ce sera contre l'Éthiopie tout à l'heure à 17h. Ne manquez pas ce match. Et Cap-Vert, Burkina Faso un peu plus tard, aux environs de 20h. Alain Fabian, spécialiste du football camerounais, nous dit quelques mots avant ce match. Non, je pense que c'est un match que le Cameroun va aborder avec beaucoup de confiance pour faire l'acte de contrition avec son peuple, parce que le premier match n'a pas été exactement au niveau des attentes. Mais il faut simplement rappeler que le Cameroun, dans les premiers matchs, a toujours été complètement en grande difficulté. Le Cameroun a été champion d'Afrique en 1984, ils n'ont pas gagné le premier match. En 1988, ils n'ont pas gagné le premier match. En 2000, ils n'ont pas gagné le premier match. Donc le Cameroun a un problème avec des premiers matchs, mais contre l'Éthiopie, ça va être un match différent. Ça va être un match de confirmation au niveau du registre camerounais en ce qui concerne sa puissance offensive. Parce qu'il y a un seul joueur qui a marqué pour le Cameroun. Il y a d'autres joueurs qui vont devoir se montrer, qui jouent notamment dans des clubs ronflants que vous connaissez très bien, les Choupo-Moting qui jouent au Bayern de Munich, Kaltoko Kambi qui joue à Lyon. Ils ont besoin d'avoir la solidarité agissante en ce qui concerne le peuple pour que le peuple soit uni derrière eux pour démontrer effectivement que arriver au Cameroun, ce n'est pas pour faire du tourisme, il va falloir cracher très 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 dur pour enlever ce Cameroun-là. Donc contre l'Éthiopie, qui est une équipe extrêmement rugueuse, mais qui a un volume de course extrêmement vaste, mais en termes de répit défensif, qui a beaucoup trop de failles dans des intervalles et qui aura à cœur de vouloir faire en sorte de détruire les Lions indomptables en les marquant un but pour commencer à les faire douter. Et je peux vous dire que le Cameroun, dans les deuxièmes matchs, c'est des choses qui n'arriveront presque jamais. Donc l'Éthiopie, je pense que rencontrer le Cameroun en ce moment-là...
Et oui, et puis en ce moment, il doit déjà avoir du monde dans la fan zone. Et justement, le directeur général de l'Union africaine de radiodiffusion au Cameroun, Grégoire Jacka, nous dit quelques mots. Je voudrais dire que notre implication dans ce vaste mouvement, dans cette vaste fête, s'explique par les engagements contractuels que nous avons avec la CAF. Parce que depuis 2019, et ce jusqu'en 2023, nous sommes le seul représentant de l'Afrique, de la CAF au sud du Sahara. Nous avons ainsi géré la Coupe d'Afrique des Nations qui a eu lieu en Égypte il y a quelques années. Et nous voici ici au Cameroun et nous voulions marquer de cela d'une pierre blanche. Je voudrais aussi, à cette occasion, vous dire que le choix de Messa Mendongo pour cette fan zone s'explique par le fait que nous voulions quelque chose de populaire, quelque chose qui soit périphérique, populaire. Et focus à présent sur la mascotte du Cameroun qui égaye la compétition. Oui, c'est un grand, il peut vous soulever par exemple avec une main, Solène, et il est grand comme une tour. Il s'appelle Henri Mouyébé, alias Gando. Son portrait, regardez. C'est dans le 2e arrondissement de la ville de Douala, principalement dans le quartier Bonadibon, ancien 3e, un lieu de vente de téléphones portables et accessoires, que Henri Mouyébé et son équipe se préparent à accompagner les Lions Indomptables dans cette grande compétition sportive. Comme nous la voulons sucrée, nous sommes déjà sucrés. L'ancien joueur de Dragon de Douala et entraîneur de Sonitra Mauritanie est entouré d'une quinzaine de jeunes gens qui, depuis près de 20 ans, l'accompagnent dans les grandes compétitions. Et avec lui, on a l'espoir de faire des grandes choses, car on aime ce qu'on fait et on a l'amour du pays surtout. Célibataire avec enfant en charge, Henri Mouyébé, alias Ngando, commence sa carrière comme mascotte des équipes nationales du Cameroun dans les années 90 contre vents et marées. Normalement, j'ai fait 16 Coupes d'Afrique des Nations de football, 2 Coupes d'Afrique des Nations de volleyball, 1 Coupe d'Afrique de Afro-Basket, 1 Coupe d'Afrique d'haltérophilie, 1 Coupe d'Afrique du judo et 1 Coupe d'Afrique des Nations de handball. Pour cette grande fête africaine de football, l'homme qui revendique d'avoir été présent dans plusieurs Coupes d'Afrique des Nations de football reste très optimiste quant à la victoire des Lions Indomptables du Cameroun au soir du 6 février. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci d'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.